On repart avec Denis Père, entrepreneur. Bonjour, Bonjour Stéphane. Denis, même chose, question très ouverte. Qu'est-ce qui t'intéresse au lendemain de ce premier tour des législatives ? Beaucoup de choses. Évidemment, le score de la NUP qui met en difficulté le président de la République, qui risque de ne pas avoir de majorité. Mais ça, c'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'il ira probablement les chercher à droite. Je suis d'accord avec toi. Alors, sous réserve qu'à droite, il est en face de lui des vrais réformateurs. Tout dépend un peu qui il aura comme interlocuteur. Si c'est David Lisnard, qui est tendance plutôt réformatrice, entre guillemets libérale, c'est bien. D'autres, c'est moins bien. Et comme il y a un petit peu de tout aujourd'hui à droite, je ne sais pas trop qui il aura en face de lui. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais comment ça, David Lisnard, il n'est pas... Non, il n'a pas de fonction. Non, il a juste quand même. Il a été le seul à faire campagne. C'est le héros de la droite libérale. Voilà, aujourd'hui. Depuis le héros de la droite libérale depuis une bonne année. Voilà, exactement. Il a été seul maire de Cannes. Il est président de l'association des maires de France aussi, de l'AMF. Il a été le seul à faire campagne objectivement. Il a été le seul courageux quelque part. C'était le seul qu'on voyait soutenir les quelques députés Nouvelle Énergie qui l'accompagnaient. Et donc il se positionne assez clairement pour reprendre le flambeau. Après, est-ce qu'il y arrivera ? J'en sais rien, ça reste effectivement très compliqué. Mais pour reprendre le flambeau à droite, c'est-à-dire pour reprendre le flambeau républicain ? Oui, reprendre le flambeau républicain, bien sûr. Je pense que c'est ce qu'il cherche à faire. Donc avec clivage très intéressant, si tu as une bataille Vauquier-Lisnard, par exemple. Exactement, absolument. Et Vauquier qui est plus sur le régalien, Lisnard qui est sur le régalien, mais aussi beaucoup plus sur les réformes économiques, qui parle beaucoup de cette suradministration, ce léviathan inefficace, etc. Le nouveau nœud gordien, il appelle ça. Le nouveau nœud gordien, exactement. Bouquin par référence effectivement à Pompidou, voilà. Tout à fait. Oui, non, absolument. Il est intéressant à suivre, je pense. Donc ça sera, je pense, un sujet intéressant. Après, le score de la NUP. Alors le score de la NUP, je crois que quand on regarde le total de chacun des partis qui agrègent la NUP, en fait, apparemment, leur score n'est pas tellement plus élevé qu'en 2017. Non. Simplement, ils pèsent plus, quoi. C'est le scrutin majoritaire. Donc ils sont vont se retrouver à un contre un. Voilà, ils se retrouvent exactement. Donc effectivement, ils représentent un danger avec un programme complètement fou, complètement sidérant, une espèce de néo-collectivisation. On est déjà dans un régime qui est assez collectiviste, mais là, c'est vraiment radical, quoi. On va passer à 72% de dépenses publiques dans le PIB. C'est juste démentiel, quoi. On est déjà le pays qui a la dépense publique la plus élevée au monde. On sera, alors là, record absolu. Donc, on est en route vers la Corée du Nord ou vers je sais pas quoi. Mais là, à la limite, sur Bismarck, on n'a pas vraiment besoin d'aller discuter du programme de la NUP. Il n'y a pas besoin d'en parler beaucoup. Non, il n'y a pas besoin d'en parler beaucoup, Denis. Après, il y a parmi les téléspectateurs des gens qui peuvent aider à diffuser ce message autour d'eux, qui est quand même un vrai sujet, parce que ce qu'on a observé aussi, c'est qu'il y a pas mal de jeunes qui ont voté pour la NUP aussi, et des jeunes y compris de catégorie CSP+, voire plus. Moi, j'en ai croisé quelques-uns ces dernières années, ces derniers mois surtout, qui étaient convaincus que la NUP avait beaucoup de sens. Et ça, c'est inquiétant. C'est parce que je pense... Mais vous n'étiez pas un peu anard quand vous aviez 18 ans, Denis ? Alors, forcément, on l'a tous été, enfin, bon Dieu. J'étais un peu un art de droite, peut-être. C'est comme ça que Lisnard se définit. J'aime bien la définition. J'étais un peu un art de droite. Moi, j'étais assez libéral, effectivement, déjà, mais très, très fort. Et donc, non, mais oui, bien sûr qu'il y a ce côté-là qui est sympa et qu'on peut comprendre à cet âge-là. Mais ce qui manque quand même, je trouve, c'est une lecture critique par rapport à cette idée folle d'explosion de la dépense publique, comme si la dépense publique allait régler tous nos problèmes. Il y a clairement un déficit d'éducation, de pédagogie, quoi. Il y a 40 ans d'abonnement obligatoire alternative économique, quand même, au sein de l'éducation nationale, à peu de choses près. Mais moi, et qu'on paye aujourd'hui, quoi. C'est l'aspect qui m'intéresse, on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est que... Mais d'ailleurs, il y a eu une petite polémique sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter pendant le week-end, où Julia Cagé, par exemple, l'une des économistes surdiplômées qui soutient Jean-Luc Mélenchon, a envoyé les diplômes et les références, évidemment, de Thomas Piketty. Et c'est étonnant comme, effectivement, dans ce domaine de la science économique, on peut, disons-le, dire n'importe quoi avec une masse de diplômes considérable. Moi, ce qui m'intéresse plus, Denis, c'est ton combat, quand même, c'est l'abstention massive. Et tu t'es mobilisé, nous citoyens, l'ensemble de ton parcours, c'est pour essayer d'aller faire quelque chose de ce côté-là. On a l'impression que rien n'est possible pour essayer de... Non, l'abstention continue, mais même plus élevée, effectivement, encore qu'elle l'était en 2017, légèrement plus élevée. C'est très spectaculaire. Et je pense que ça s'explique par la relative absence de résultats, en tout cas l'insuffisance de résultats, parce que l'absence de résultats, c'est quand même faux. Il y a eu chez Macron, Emmanuel Macron a pris un certain nombre de vraies bonnes décisions, mais pas suffisamment
pour que le Français moyen décide d'accorder de nouveau du crédit à la parole publique. Et alors cela dit, il a quand même été réélu, il est quand même pas loin d'avoir une majorité à l'Assemblée, donc il fait quand même un parcours qui est assez remarquable dans les circonstances actuelles, mais il y a quand même un discrédit de la parole publique qui est considérable. Et je pense que Macron a réussi spécialement bien parce qu'il a su effectivement s'ouvrir à la société civile. Il a su associer pas mal de gens de la société civile, alors souvent qu'à des postes un peu subalternes. Quand on regarde ses ministres, c'est quand même tous un peu des vieux briscards de la politique. Sauf peut-être, à noter quand même, Amélie de Montchalin, Agnès Pannier-Runacher. Qui passera peut-être pas l'hiver, Amélie de Montchalin, est dans une situation difficile. Ouais, mais Agnès Pannier-Runacher qui a un parcours assez impressionnant, qui a été à un moment donné salariée dans une entreprise d'équipement automobile. Exactement, aux achats de Valeo, peut-être même PSA d'ailleurs, à un moment. Valeo, c'est ça. Tout à fait. Moi, je l'avais croisée à cette époque-là. Bon, c'est courageux parce qu'elle avait d'autres options que celle-là, évidemment, en étant HEC, ENARC, elle pouvait faire autre chose. Et elle a choisi ce parcours-là qui lui a donné cette légitimité dans l'industrie. Donc il y a quand même quelques personnalités comme ça intéressantes. Puis quand tu as été aux achats d'un équipementier automobile, je crois que tu as été dans ce que l'économie de marché peut présenter de plus brutal. Oui, voilà. Oui, absolument, oui, complètement. Non, mais c'est clair. Donc elle a vu ça, elle sait ce que c'est que un client, elle sait ce que c'est qu'un fournisseur, elle connaît tout ça. Donc ça lui donne, je pense, une vraie crédibilité. Mais il n'y en a pas assez. Dominique Régnier, avant toi, disait la même chose. Alors je ne vais pas refaire là parce que les gens vont se lasser, pardon, mais un chômage à 7%, c'est pas un résultat. Tu dis toi-même, manque de résultats, c'est pas un résultat suffisant aujourd'hui. Eh ben, de toute évidence, après non. Ce qu'on a traversé. Non, de toute évidence, non. Puis d'autant plus qu'on voit bien que, ce qui est gênant, c'est qu'on a un chômage à 7%, mais ça représente encore beaucoup de gens qui sont au chômage, et on a des pénuries à l'embauche. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre l'offre d'emploi et la capacité des Français à y répondre. On sait que c'est lié évidemment à des problèmes de formation, mais c'est lié aussi à des problèmes d'incitation à reprendre un travail. Donc il y a tous ces sujets-là, et puis on voit bien qu'il y a quand même plein d'autres sujets qui n'ont pas été résolus. Je veux dire, l'éducation est en crise grave, l'hôpital public est en crise très grave, et même en train de s'effondrer littéralement. Mais c'est intéressant parce que là, on va peut-être enfin rentrer dans le vif du sujet, que moi j'ai essayé de mettre dans la campagne aussi des Républicains récemment, qui est le problème de l'organisation de la fonction publique, des services publics. Toi, tu penses que ça peut se faire à coût constant? Parce que c'est ça le sujet. Complètement. Là. Hôpital, éducation, la mer se retire, juste d'un mot. Banque Centrale Européenne, c'est fini. L'argent gratuit, c'est fini. Non, bien sûr. À coût constant, ça peut... Oui, mais je pense même à coût inférieur. Enfin, quand on regarde l'hôpital public, les chiffres sont connus, c'est des chiffres de l'OCDE, l'hôpital français en général, pas que public. On a 35% des personnels qui ne voient jamais un patient. La moyenne européenne, c'est 24. Donc on a 11 points d'écart. Et ces 11 points d'écart, c'est dû en fait à une organisation qui est totalement inappropriée, qui est archi-centralisée, avec des ARS qui sont à 10 km de l'hôpital et qui micromanagent l'hôpital à distance, avec des gens qui vont aller comptabiliser le nombre de compresses utilisées dans les services. ARS, c'est Agence Régionale de Santé. Le modèle qui marche dans les hôpitaux publics à but lucratif, mais aussi à but non lucratif comme Saint-Joseph à Paris, c'est pas ça du tout. C'est un modèle dans lequel les professeurs, les médecins ont une équipe, ont un budget, sont responsabilisés, atteignent leur budget ou pas, et sont sanctionnés évidemment si c'est pas le cas, et c'est eux qui s'occupent de s'assurer qu'il n'y a pas de coulage sur les compresses. Donc c'est pas du tout le même modèle, c'est un modèle beaucoup plus responsabilisant, beaucoup plus décentralisé, avec beaucoup plus de confiance finalement aux opérateurs, et qui est beaucoup plus efficace et qui coûte beaucoup moins cher. Et donc la question aujourd'hui, c'est l'organisation opérationnelle du fonctionnement d'un certain nombre de services publics, et on retrouve exactement le même sujet dans l'éducation nationale, exactement le même sujet. J'ai discuté avec des directeurs d'établissements qui m'expliquaient qu'ils remplissaient des reportings à n'en plus finir, qui n'en pouvaient plus, qui n'étaient pas lus le plus souvent, qui ne servaient à rien. Ouais. Avec là aussi des effectifs pléthoriques dans les rectorats. Les chiffres sont invraisemblables. Il y a une étude de Thomas More de 2011, mais qu'ils ont republiée en 2019, où ils avaient comparé l'Allemagne et la France. Ils montraient que le budget d'éducation nationale allemande, c'était 83% pour le salaire des enseignants et 17% seulement pour l'administratif. Nous, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre français, nous, c'était 43% seulement pour le salaire des enseignants et 57% pour l'administratif. Donc on voit bien qu'on a un besoin de re-engineering complet. Globalement, je crois, alors tu disais le chiffre sur l'hôpital, c'est combien des effectifs qui ne voient jamais un médecin? C'est 35% versus 24% dans la moyenne européenne. Pour l'éducation nationale, globalement, on dit que la moitié des personnels ne sont jamais face aux élèves. Et donc le prix à payer... C'est 875 000 qui sont vraiment face aux élèves. C'est ça. Et le prix à payer, c'est finalement des premières lignes qui sont sous-rémunérées,
qui sont assommés par une administration qui les micromanage à distance, qui oblige à des reportings le plus souvent inutiles. Tous les reportings ne sont pas inutiles, mais il y en a énormément et beaucoup sont inutiles, qui ne leur font pas confiance et donc qui n'en peuvent plus. Et donc c'est la démission des premières lignes aujourd'hui à laquelle on assiste. Dans l'hôpital, il y a plus de 20% des postes qui sont plus occupés avec des gens qui n'en peuvent plus. Et spécialement les infirmiers qui eux sont vraiment la variable d'ajustement avec la mauvaise organisation, avec ces reportings démentiels, et donc le sujet numéro 1, c'est le re-engineering du fonctionnement de nos administrations. Et c'est ça, j'espère, qui va enfin apparaître dans le débat public. On peut rêver. On peut rêver. Non, mais alors on en sourit, mais en même temps, c'est absolument dramatique. Est-ce qu'il y a tu vois une indication quelque part qui puisse te laisser penser que... Moi, je suis finalement optimiste. Alors, c'est peut-être mon naturel d'entrepreneur, mais je suis finalement optimiste parce que je vois les personnels eux-mêmes qui n'en peuvent plus. À partir du moment où les personnels n'en peuvent plus et commencent à interpeller effectivement les pouvoirs publics. Alors évidemment, c'est toujours. Mais oui, mais ils les interpellent pour plus d'argent. Oui, pour plus d'argent. Voilà, plus de moyens. Mais après, le débat logiquement devrait s'enclencher. Et j'espère effectivement qu'à la tête de l'État, on va avoir des gens qui vont dire mais attendez, regardez les amis, les moyens, vous en avez plus que tout le monde. On en met plus que tout le monde. Le système de santé français, c'est plus de 11 points de PIB, c'est autant que l'Allemagne, c'est un record du monde. Donc, est-ce qu'on a un problème de moyens ? Évidemment que non. Évidemment que non. Donc, il faut leur répondre, désolé, mais c'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. Mais encore faut-il effectivement qu'à la tête de l'État, il y ait des gens qui pensent différemment en termes d'organisation et qui pensent effectivement comme sont organisés les hôpitaux publics, privés, à but lucratif ou pas, qui ont effectivement ce principe de subsidiarité, de confiance au personnel, qui gèrent leurs équipes, qui gèrent leurs moyens, qui sont récompensés ou sanctionnés. Au passage, ça existe dans un hôpital, de façon assez amusante. Ça m'a été dit par Philippe Juvin, avec lequel j'avais sympathisé pendant mon passage aux Républicains, qui est chef de service à Pompidou, qui m'avait dit « Mais Denis, il y a un hôpital », puis ça a été repris dans les médias récemment, ça a été confirmé, il y a un hôpital public qui fonctionne comme ça, c'est l'hôpital de Valenciennes. L'hôpital de Valenciennes, il est organisé exactement comme je viens de le décrire, et alors il a une performance extraordinaire. Il a des frais administratifs qui sont minimales, il a un taux de satisfaction des patients, des employés qui est remarquable, mais ce que m'avait dit Juvin à l'époque, alors je me permets de le citer publiquement, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, il m'avait dit mais en fait, ça n'a jamais été répliqué par l'école des directeurs d'hôpitaux qui est à Rennes, qui jamais n'est allé voir comment l'hôpital de Valenciennes s'en sortait. Donc on voit bien que même les meilleures pratiques ne sont pas aujourd'hui émulées, copiées. Donc il y a de l'espoir, il y a des gens mais ça veut dire, parce que comment est-ce qu'un hôpital à Valenciennes peut mettre en place cette organisation-là et pourquoi est-ce que les autres ne le font pas? Mais même, enfin, j'entends ce que tu dis, les directeurs d'hôpitaux eux-mêmes pourraient être de manière totalement individuelle. Alors, je suis pas sûr. Si Juvin le sait, d'autres le savent sans doute. Bien sûr. Alors, je n'ai pas l'explication sur la raison pour laquelle celui de Valenciennes a réussi à le faire. Indépendamment des ARS et du Lucas qui Parce que Borloo a joué un rôle là-dedans à une époque. Je me suis posé la question et je ne lui ai pas posé la question récemment, je devrais d'ailleurs, mais il faudrait l'inviter pour qu'il en parle. Mais c'est pas impossible que Borloo ait joué un rôle là-dedans. Oui, tout à fait. Et donc oui, pourquoi pas? Si un y est arrivé, pourquoi pas d'autres, bien entendu. Pourquoi pas d'autres? Donc le débat de fond, c'est ça aujourd'hui. C'est ça dont il faut comprendre. Parce que la conséquence de cette situation, elle est dramatique. Cette situation d'une dépense publique qui est totalement inefficace dans tous les domaines, c'est évidemment derrière le surcoût pour le pays et pour l'économie. C'est le fait qu'on a des prélèvements hors de contrôle, 6 points de PIB de plus que la moyenne européenne, 140 milliards d'euros. Alors la NUP veut en rajouter 250. Bon, là, on bascule dans un autre monde. Non, mais donc, on voit bien que la conséquence c'est ça. Et la conséquence, c'est le pouvoir d'achat des Français qui est assommé, c'est l'emploi industriel qui est assommé aussi, c'est le pays qui se diversifie, l'emploi agricole qui est assommé aussi. On n'est pas compétitif. Fabriquer quoi que ce soit en France coûte 10 à 15% plus cher que n'importe où ailleurs dans un pays voisin à cause de ça. À cause de cette inefficacité. Donc on le paye extrêmement cher. Les gens les plus modestes le payent extrêmement cher. Les gens les plus modestes, pourquoi Pourquoi, Stéphane? C'est important de le rappeler. Aujourd'hui, c'est une politique qui est totalement antisociale. Parce que les plus modestes, c'est ceux qui ont les plus petits salaires, bien sûr. Et donc, qui est assommé par leur pouvoir d'achat est assommé. Quand vous gagnez 2 000 € net par mois, vous avez 1 500 € de charge dessus. Vous habiteriez n'importe quel autre pays voisin, pratiquement l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, vous auriez entre 500 et 1 000 € de charge seulement et pas 1 500. Donc, les plus modestes ont des salaires qui sont écrasés. Et ensuite, bien sûr, l'emploi industriel, c'est les plus modestes qui trinquent. Ceux qui ont des qualifications, qui vivent dans les zones urbaines s'en sortent. Mais les gens qui vivent dans les zones périphériques, ils n'ont plus les bons emplois industriels bien rémunérés, ils n'ont que les emplois de services mal payés, où ils vivent d'aide sociale. Dans la plupart des villes françaises aujourd'hui, c'est le premier employeur, c'est l'État, c'est l'hôpital précisément. Donc c'est dramatique, les emplois agricoles disparaissent aussi pour les mêmes raisons. Donc c'est les plus modestes qui trinquent. Et alors au niveau des services publics, ils n'ont le choix que de l'hôpital public, qui marche mal, avec des services fermés, avec un manque de personnel ou à moitié fermé. Les gens qui ont un peu plus de moyens, ils vont à l'hôpital privé. L'école, c'est pareil, ils n'ont que l'école
publique, ils n'ont pas l'école privée, ils n'ont pas les moyens d'y aller. Donc c'est une politique Juste, totalement parce que est-ce que tu as eu eu le temps de regarder ce rapport du Sénat, mais alors qui est passé là, et pourtant disant en fait si on a un problème de prof de maths, il faut plus payer les profs de maths que les profs d'histoire géo, payer les profs en fonction de l'offre et la demande. Mais ça paraît une évidence. Mais c'est un truc. Oui, mais c'est impossible à mettre en place. Jamais ça n'arrivera. Il faut le faire. On peut pas continuer. Pourquoi on a du mal à attirer des profs de maths? Parce qu'un prof de maths, il est capable d'être développeur informatique, payé 2 à 3 fois plus cher. Donc évidemment qu'on a du mal à attirer des profs de maths. Donc faut être réaliste. Faut être juste un peu réaliste. Il faut les payer le prix du marché, effectivement. Et donc le salaire d'un prof de maths peut être le double de celui d'un prof de philo. C'est la vie. C'est comme ça. C'est l'offre et la demande. Exactement. C'est l'offre et la demande. Sinon, on va continuer de s'enfoncer. Regarde les tests Teams, c'est une catastrophe. Les tests Teams, c'est des tests qui sont bien plus larges que l'OCDE. Il y a pratiquement 140 pays. On est dans les derniers, on est derrière l'Albanie en mathématiques et en sciences physiques. C'est une catastrophe. Un pays qui était un champion du monde dans les mathématiques est un des derniers aussi. Et tous les détails sont donnés. Non, mais juste parce qu'on avait fait une interview de Patrick Artus sur cette question, puisque Patrick Artus juge que c'est le sujet fondamental. Et c'est à un tel point que ceux qui font ces évaluations Teams, c'est la première fois on rajoutait des commentaires devant l'effondrement des résultats français. Voilà, rajouter les commentaires. Et on a tous vu ce qui s'est passé avec les petits Ukrainiens qui ont débarqué bien sûr. Et qui ont mis une pâtée à nos gamins. Et c'est gravissime parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais dans l'économie de la connaissance dans laquelle on est aujourd'hui, la seule manière de créer de la richesse et de justifier nos dépenses sociales très élevées, notre modèle social qui est généreux, et tant mieux, c'est évidemment de créer assez de richesse. Pour créer de la richesse, il faut des gens qui sachent résoudre des problèmes de maths et des problèmes de physique. Il faut d'excellents ingénieurs. Si on n'a pas d'excellents ingénieurs, on sera incapable de financer notre dette, on sera incapable de financer notre dépense sociale. La réalité est là, Denis, telle que tu vois là, juste pour finir, en termes de sens politique. Macron, il a perdu, je regarde, la majorité sur 5 ans, elle a perdu 1 million de voix. Le bloc de gauche en a gagné 1,5 million. La droite a perdu 1,7 million de voix. À ton avis, comment est-ce que le vent va tourner? C'est-à-dire, si tu imagines effectivement une alliance efficace avec les Républicains, là, dans les chiffres, tout indique que Macron va continuer le coup de barre à gauche qu'il a donné durant sa campagne présidentielle. C'est probable et c'est embêtant. Et c'est pour ça que moi, j'étais plutôt favorable à ce que les Républicains essayent de survivre et d'exister, qu'il n'y ait pas qu'une alternative, finalement, centriste de gauche modéré, mais qui ne fait pas forcément les réformes, et que l'alternative soit forcément un extrême, l'extrême gauche ou l'extrême droite. C'est pour ça que j'étais plutôt favorable à essayer d'aider les Républicains à exister dans ce débat, et malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas tellement le cas, mais bon, je compte sur... Bon, mais je retiens le message, une fois encore, oui, la réforme est possible à coût constant. Bien sûr, et d'autres l'ont fait, et même à coût inférieur. Reste déjà à coût constant. Déjà, ça serait bien. Déjà, leur dis pas que tu vas leur en enlever. mais Stéphane, tu sais comment on fait en plus. Et Fillon, on avait un peu parlé, mais mal, de façon caricaturale. On sait très bien qu'il y a à peu près 200 000 départs à la retraite de fonctionnaires chaque année. Fonctionnaires ou quasi-fonctionnaires. J'inclus dedans des gens qui ne sont pas dans les 5,7 millions de fonctionnaires qu'on donne à chaque fois. On a en fait 7 millions entre les fonctionnaires et les quasi-fonctionnaires. Les quasi-fonctionnaires, c'est le personnel de Pôle emploi qui n'est pas compté dans les fonctionnaires. C'est le personnel de l'URSSAF, de Météo France. Donc on a 7 millions de fonctionnaires ou quasi-fonctionnaires. Il y en a 200 000 qui partent à la retraite chaque année. Si chaque année, on ne renouvelle pas la moitié, 100 000, on a 500 000 postes sur un quinquennat. On a 500 000 postes sur un quinquennat, c'est déjà considérable. Oui, mais tu me parlais de réorganisation, me dis pas. Ça va se parce faire. que ça, le hache de Valérie Pécresse, c'est n'importe quoi. Non, mais ça peut se faire comme ça. Mais ça va tu parlais de réorganisation, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Bien sûr, ça va commencer par un travail de re-engineering, ça va commencer par un programme de transformation. Ce que savent faire les grandes entreprises, qu'elles font régulièrement, avec peut-être des consultants de McKinsey, malheureusement. Avec peut-être des consultants de McKinsey ou d'un autre. Mais c'est la seule manière. C'est la seule manière. Merci, Denis. Merci, Stéphane. Denis Père qui nous accompagnait, dernière partie de Bismarck tout de suite.